Dr Saïd, Mohamed Saïd. On commence. On commence. D'abord, bonsoir tout le monde. Je suis Dr Mohamed Saïd, je suis consultant d'électrophysiologie cardiaque à l'Institut national du cœur en Égypte. Bienvenue dans le monde d'électrophysiologie cardiaque. Aujourd'hui, vous commencez la première étape. Si j'ai bien compris de Dr Mervet que vous êtes tous des débutants, et donc je crois qu'aujourd'hui, c'est très, très, très important pour avoir les principes, comment on peut interpréter le signal électrique dans le monde d'électrophysiologie cardiaque. Ce n'est pas un ECG qu'on cherche aujourd'hui, mais des principes. Et c'est pour ça, en fait, moi, je préfère d'interagir entre nous tous. Parce que si vous comprenez les principes aujourd'hui, tout va être plus facile pour vous dans les prochaines lectures et vous allez voir comment c'est intéressant. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord d'interagir avec moi sur les tracés et tout pour comprendre un peu les principes? Parce que c'est très, très important cette lecture-là. Oui, on est d'accord. Bon, on va interagir ensemble. Je commence par qu'est-ce que ça veut dire une étude électrophysiologique? C'est un peu différent d'avoir un ECG de surface. Parce que le principe aussi ici, c'est d'avoir des potentiels ou les signes endocavitaires dans le cœur. Et pourquoi ça? On va voir. On va voir dans les prochaines présentations. Ça, on le fait à l'état basal, soit en rythme sinusal, en bradycardie ou tachycardie. Ça dépend de ce qu'on cherche en fait. Avec le plus important, c'est pas de mettre simplement les sondes, mais d'avoir ce qu'on appelle des modifications de comportement par des protocoles de stimulation. On va voir ça. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas cette première explication, mais c'est normal, c'est classique. Donc, vous avez des indications, soit pour un patient qui a un symptôme de palpitation, un syncope que vous cherchez, ou une anomalie asymptomatique de l'électrogramme. Vous allez voir ça au fur et à mesure qu'on progresse dans le programme, en fait, ou des études pronostiques. Par exemple, avant de mettre un défibrillateur automatique implantable dans certaines situations ou à visée thérapeutique pour faire une ablation. Vous allez voir, c'est simplement les cathéters qu'on utilise. Moi, je présente aussi aujourd'hui seulement 3 cathéters. Chaque cathéter, en fait, est appelé par le nombre d'électrodes qu'on a. C'est-à-dire, si on a un cathéter qui a 4 électrodes, on l'appelle quadripolaire. C'est-à-dire, quadri, c'est 4. Polaire, c'est pôle, en anglais, qui est l'équivalent des électrodes en français. Déca, c'est 10. Déca, c'est-à-dire 2-10, une vingtaine de pôles. Et après, il y a des dizaines d'autres sondes qu'on utilise à fur et à mesure de ce qu'on cherche, en fait. Mais aujourd'hui, on va simplement regarder les signaux sur ce qu'on appelle les sondes quadripolaires et décapolaires. D'accord? Parce que c'est les bases. Avant de mettre les placements de cathéter, bon, je vais choisir Dr Stéphane. Est-ce que tu es d'accord avec moi d'interagir avec moi sur ça? Stéphane, tu m'entends? Bon, Stéphane, il ne me répond pas. Oui, je vous entends. Tu m'entends? D'accord. Oui. Est-ce que tu es d'accord d'interagir avec moi sur ça? Oui, d'accord. Bon, ce que tu vois, c'est un diagramme, en fait, des sondes qu'on utilise dans l'étude électrophysiologique de base. Normalement, on va mettre une sonde quadripolaire, comme je t'ai dit, 4 pôles, au niveau de l'oreillette droite, juste au-dessous de la veine cave supérieure. C'est là où on assume qu'il y a le nœud sinusal. D'accord? D'accord. Bon, en tout, en base, tu as 4 chambres cardiaques qui sont connectées par un fil électrique qui s'appelle le nœud auriculoventriculaire et un fil qui s'appelle le hélice. Tu es d'accord avec moi? Oui, d'accord. Donc, ce qu'on essaye dans l'étude électrophysiologique de base est de chercher les relations entre ces 5 structures. 2 oreillettes, oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche,
et le fil électrique qui met ça ensemble, qui s'appelle le nœud auriculoventriculaire et le faisceau de His. Tu es d'accord? Ce qu'on cherche de base. Donc, la sonde de l'oreillette droite, on le met normalement juste au-dessous de la veine cave supérieure. Là, on assume que le sinus, le nœud sinusal existe. Oui, on veut regarder le ventricule droit. C'est la deuxième chambre. Donc, on met une autre sonde quadripolaire au niveau du sommet du ventricule droit, qui est là. Tu vois le cathé ici? Oui. Et puis, on a deux autres chambres, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Comment on va avoir à accueillir les signaux de ces deux chambres? Bon, tu peux faire une ponction transseptale pour être dans l'oreillette gauche et faire une ponction artérielle fémorale pour avancer une sonde dans le ventricule gauche, mais c'est pas très pratique. Donc, tu as une veine qui sort du septum du septum interauriculaire qui s'appelle le sinus coronaire. Et le sinus coronaire, ça marche entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Tu es d'accord? Oui. Tu connais le sinus coronaire? Oui. Donc, ça marche il a un trajet, le sinus coronaire, il a un trajet entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Tu es d'accord? Très bien. Et c'est là qu'on peut avoir les signaux de l'oreillette gauche et les signaux du ventricule gauche. Tu es d'accord? C'est bien cela, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et puis, on met normalement la sonde décapolaire qui a 10 électrodes. On va voir pourquoi après. Par contre, ici, c'est ce qu'on appelle les pôles distaux et ça, c'est les pôles proximaux. Tu es d'accord? D'accord. Proximal parce que, une électrode proximale parce que c'est plus proche de l'entrée du cathé. Et distal parce que c'est le plus loin de l'entrée du cathé. D'accord. Puis, on va mettre une sonde quadripolaire sur le nœud auriculoventriculaire et le His. Et donc, on aura des signaux comme ça. Et ça, c'est très important parce qu'on va parler de ça. Stéphane, si je te dis, qu'est-ce que tu penses de ce signal-là? Qu'est-ce que ce signal présente pour toi? Dis-moi, bon, c'est pas mal, tu peux faire une faute, tu commences, tu es débutant. C'est l'activité du ventricule de l'oreillette droite, pardon. Très bien, mais quelle activité de l'oreillette droite? Qu'est-ce que ça veut dire l'activité de l'oreillette droite? Est-ce que c'est l'onde de P, par exemple, sur la surface de CG? Sur le CG de surface? Pour toi? Ça correspondrait à l'onde P sur le CG. Et ça, c'est faux. Il faut être bien sûr ce qu'on regarde. Et c'est très important de comprendre ce principe. Regardez ça. Ça, c'est l'onde P, Stéphane. Tu es d'accord? Oui. Ça représente l'activité électrique de quelle oreillette l'onde P? Les deux oreillettes. Les deux oreillettes. Tandis que ce signal représente l'activité électrique où le sonde est mis, où la sonde est mise. La sonde est mise ici. Donc, c'est l'activité de l'oreillette droite seulement en ce point. C'est-à-dire ce qu'on appelle un temps d'activité locale. C'est pas toute l'oreillette droite parce que on peut dire que l'onde de P, la première moitié de l'onde de P représente toute l'oreillette droite, tandis que la dernière moitié, ça représente l'oreillette gauche. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Mais ce signal que tu as ici, ça représente seulement l'activité électrique
en ce point de l'oreillette droite. Pas toute l'oreillette droite. D'accord. Tu es d'accord avec moi? Parce que ce principe est très, très, très important en électrophysiologie. C'est en fait, c'est la base de la technologie de l'électrophysiologie. Pourquoi on fait une électrophysiologie? Si pour mettre une sonde pour avoir l'onde épée, bon, on peut l'avoir sur le CG de surface. Et ça ne nous donne pas beaucoup d'informations. Mais parfois, et dans l'électrophysiologie cardiaque, dans le domaine de l'électrophysiologie cardiaque, dès maintenant, dès l'étude électrophysiologique de base jusqu'à l'ablation des arythmies les plus complexes, tu as besoin de voir point par point dans ce qui se passe dans le cœur. Et c'est pour ça, en fait, je vais te poser une question que je crois que c'est très simple pour toi. Est-ce que tu peux dire sur ce tracé, si on voit par exemple la partie basse de l'oreillette droite? Sur le premier tracé en haut? La partie basse de l'oreillette droite, est-ce qu'on peut la voir sur ces tracés? Sur le premier tracé, non. On ne peut pas la voir. Donc, très bien. C'est-à-dire, lorsqu'on met ce cathé et sans avoir un ECG de surface, on est aveugle à ce qui se passe dans le reste de l'oreillette droite. On voit simplement l'activité électrique à ce point-là. D'accord. Tandis ce qui se passe dans l'oreillette droite, on est aveugle pour ça. On ne le voit pas. D'accord. Bon, on vient pour cette sonde qui donne ce signal. Qu'est-ce que ce signal pour vous? C'est le signal du ventricule droit à un point bien précis. C'est le sommet du ventricule droit. D'accord. Pas le reste du ventricule droit. On est aveugle pour le reste du ventricule droit. Tu es d'accord avec moi, Stéphane? Oui, je suis d'accord avec vous. Et donc, on vient. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Bon, Stéphane, on continue. Ça, c'est la sonde dans les sinus coronaires qui donne ce signal. Par exemple, ici, c'est le signal du sinus coronaire proximal. Excusez-moi parce que je crois qu'il y a un peu de bruit. Est-ce que vous pouvez fermer le micro? Stéphane, tu es avec moi? Oui, je suis là. Bon, ce signal, ça c'est le sinus coronaire et tu as le signal à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est l'électrode, on va dire, proximale. Va donner... Ouais. Ça, c'est l'oreillette gauche, D'accord. la base de l'oreillette gauche, au niveau mitral, parce que l'anneau mitral postérieur est là. C'est au niveau de... Par exemple, c'est parce que c'est le sinus coronaire, c'est le postérieur de l'anneau mitral, c'est avec le circonflexe. Tu es d'accord? Ça, c'est l'anatomie. Oui. Et donc, ça, c'est l'oreillette gauche, la base de l'oreillette gauche et la base du ventricule gauche. Tu es d'accord? À ce point-là. D'accord. Stéphane, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord à ce moment. Donc, le reste de l'oreillette gauche, on est aveugle pour le reste de l'oreillette gauche. Est-ce qu'on peut voir ici le sommet du ventricule gauche, par exemple? Non. Non, on est aveugle. On ne voit pas. Parce qu'on n'a pas une sonde là. Donc, ça, c'est le temps d'activité locale. Et ça, c'est le principe du signal endocavitaire. Et c'est pour ça qu'on utilise ces sondes. Et c'est ça qui va vous accompagner
dans toute ta vie. Ça, c'est le principal d'électrophysiologie, de la technologie d'électrophysiologie, qui va vous accompagner même dans l'ablation des arythmies les plus complexes. Donc, on va voir. Tu es d'accord avec moi, Stéphane? Est-ce que quelqu'un a une question ici? Parce que c'est le point le plus important. Si quelqu'un a une question, il peut me poser maintenant avant d'aller plus loin. Tout le monde est d'accord, donc j'assume. J'ai une préoccupation. Oui. Vous avez parlé des trois électrodes, l'oreillette droite, le ventricule droit et celle qui est dans le sinus coronaire. Mais il y a une quatrième électrode au niveau du faisceau de His. Là, vous n'avez pas parlé de ça, je ne sais pas. On va voir ça sur les tracés. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la sonde au niveau du nœud auriculoventriculaire, le His. Donc, le signal électrique ici de l'oreillette, qu'est-ce que tu en penses? C'est l'oreillette. C'est quelle oreillette? Elle représente quoi? Ça représente quoi, ce signal-là? Je pourrais dire une partie, un point de l'oreillette droite. Qui représente quoi? Quelle partie de l'oreillette droite? Je pourrais dire la partie basse au niveau du septum. Voilà. On peut lui donner un nom? Quelle partie de l'oreillette donne le His? C'est le nœud auriculoventriculaire. C'est le nœud auriculoventriculaire. Tu es d'accord avec moi? C'est le nœud auriculoventriculaire à ce niveau-là qui, après, progresse dans le faisceau de His. Tu es d'accord avec moi? Parce qu'on voit ici le faisceau de His. Oui, je suis d'accord. Et ça, et c'est quoi ici, là? Ça, ce signal, qui est le ventricule? Quelle partie du ventricule? Je pourrais dire la partie basale du ventricule. C'est l'entrée. C'est juste après l'anneau tricuspidien. D'accord. D'accord. On va voir ça sur les tracés. J'ai plein de tracés qui sont très, très intéressants qu'on va voir ensemble maintenant. Mais pour progresser, ça, c'est le placement des cathéters sur sur la fluoroscopie. On aura des obliques antérieurs droit et obliques antérieurs gauche, mais vous allez voir ça, il faut voir ça en pratique en premier. Donc, en fait, moi, je préfère en fait l'oblique antérieur droit parce que en fait, c'est plus proche de l'anatomie. Vous voyez, ici, ça, c'est la colonne vertébrale. Donc, ici, c'est postérieur. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, ici, c'est le sternum. Donc, on est intérieur. On ne voit pas le sternum, mais on assume parce qu'on voit la colonne vertébrale qui est postérieure ici, que ici, c'est antérieur et c'est le sternum. C'est radiographie simple. Tu es d'accord? D'accord. D'accord. Donc, on a le sinus coronaire qui est postérieur, qui représente ici, c'est l'anneau mitral qui est parallèle à l'anneau tricuspidien. On ne peut pas dire est-ce que c'est antérieur ou postérieur jusqu'à maintenant. Hein. On peut dire que c'est dans les sinus coronaires et c'est parallèle à la colonne vertébrale. Donc, vous êtes d'accord avec moi? On assume que c'est là, que c'est postérieur. Donc, lorsqu'on cherche le His, c'est-à-dire le quadripolaire au niveau du nœud auriculoventriculaire, on sait que le His, c'est la base de l'aorte. C'est la base de la valve aortique. Et la valve aortique est plus antérieure que le sinus coronaire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'anatomie cardiaque. Tout à fait. Et donc, c'est plus antérieur ici. C'est le His, c'est le plus antérieur que la sonde de la sinus coronaire. Donc, on peut assumer que ici, c'est la base de l'aorte.
C'est la base, c'est la valve aortique, ça doit être ici. Et c'est très important de reconnaître en OAD ça pour dans le prochain, si vous voulez faire une ponction transseptale, c'est très important parce qu'au lieu de mettre des cathéters ou un pictel dans l'aorte pour on peut simplement mettre le IS pour voir l'aorte parce qu'on assume ici que c'est la valve aortique ici, parce que le IS c'est la base. Et donc, on a tout ça, le septum interauriculaire. Et comme ça, c'est la valve aortique et puis l'aorte ascendant. D'accord? Le ventricule droit est antérieur au sinus coronaire parce que c'est le sommet du cœur. Et donc, on la voit ici, c'est antérieur. On dit que ici, c'est antérieur, c'est le sternum, la colonne vertébrale. Donc, tout ce qui est ici, c'est antérieur du sinus coronaire. Tout ce qui est là, c'est postérieur au sinus coronaire. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un n'arrive pas à voir ça? Oui, on est d'accord. Donc, le ventricule droit, simplement, c'est plus antérieur que le sinus coronaire, ce qu'on voit ici en OAD. Et puis, l'oreillette droite, c'est postérieur, c'est la partie la plus postérieure du cœur, c'est juste postérieur au sinus coronaire. En OAG, on peut reconnaître ça. C'est pas très typique pour l'anatomie, mais parfois, on a besoin, surtout pour cannuler le sinus coronaire. On voit que c'est latéral gauche, mais ce qui est sûr, c'est pas juste. C'est un trompe-l'œil. Vous connaissez le terme trompe-l'œil? C'est quelque chose qui n'est pas juste, ce que vous voyez, parce qu'en fait, vous regardez le cœur du gauche, c'est-à-dire que vous mettez vos yeux gauche du patient. Parce que en fait, c'est pas latéral, c'est postérieur, parce que ça, c'est plus vrai en fait. Parce que vous regardez le gauche du patient, vous avez le sommet du cœur ici qui est en face de vous. C'est ça. Mais vous ne voyez pas ce qui est antérieur et ce qui est postérieur. C'est le cœur comme ça, c'est comme un petit papier, comme un papier plein. Et vous ne voyez pas en fait ce qui est en fait antérieur, postérieur. Mais on peut dire que le IS ici, c'est septal, c'est au niveau septal parce qu'on sait bien, lorsqu'on voit l'oreillette droite, c'est au niveau latéral. Donc, on a ici l'anneau tricuspidien latéral. Et donc, c'est ici septal. Donc, l'OAG, en fait, ne vous donne pas beaucoup d'explications sur l'anatomie cardiaque. Je préfère normalement l'OAD. Il y a des gens, en fait, qui préfèrent l'OAG parce qu'ils ont l'habitude, mais je crois que l'OAD, ça représente mieux le cœur en intérieur et postérieur. Pas comme en OAG qui représente en latéral et septal, mais ce qui n'est pas vrai. C'est simplement un trompe-l'œil. Est-ce qu'il y a une question sur ça avant d'aller plus loin? Bon, très bien. On y va. Donc, on a le signal électrique qui commence au niveau du sinus coronaire, qui progresse à travers l'oreillette droite, qu'on est d'accord, on est aveugle pour l'oreillette droite quand on met une sonde quadripolaire au niveau de l'oreillette droite, juste au-dessous de la veine cave supérieure. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que c'est ça? Stéphane ou C'est le faisceau de Bachmann. Exactement, bravo. C'est ça. Donc, on vient au début de la vidéo pour regarder comment ça progresse en fait. Donc, ça commence par le sinus coronaire, ça progresse au niveau de l'oreillette droite, et puis le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His et les deux branches, puis le fibre de Purkinje. Donc, ce que vous allez voir, c'est un truc comme ça qui déroule très vite. Donc, on va l'arrêter et voir tout ce qui se passe. Donc, Stéphane, on a dit que l'oreillette droite qui est là, c'est juste le point de l'oreillette droite où se trouve la sonde. Tu es d'accord avec moi?
Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça commence le début de l'activité électrique atriale ou non? À ton avis? On assume que là, c'est le nœud sinusal. Qu'est-ce que tu en penses? Si c'est le nœud sinusal, c'est que c'est le début. Mais bien sûr, mais tu as oublié que le nœud sinusal est une structure épicardique. D'accord, donc du coup, on n'est pas au début. Tu n'auras jamais le début de l'activité atriale. Tu as le début de l'activité atriale au niveau du surface de l'ECG. D'accord. L'ECG de surface. Tu n'auras jamais une sonde atriale qui va te donner le début de l'activité atriale sinusale normale. D'accord. Tu es d'accord avec moi sur ça? Bon, excusez-moi, c'est bien de faire des fautes ici, mais ça, c'est le principe d'électrocardiographie et le principe de le temps d'activité locale. OK? D'accord. D'accord. Et donc, on a ici, ça progresse. Mais c'est proche, en fait, de ce qu'on appelle du nœud sinusal. Mais c'est jamais sur le nœud sinusal. Donc, tu as besoin de l'ECG de surface, toujours. Parce qu'il y a des informations qu'on ne peut pas avoir sur les sondes d'électrophysiologie cardiaque. Tu as toujours besoin de l'ECG de surface. Donc, comme on a dit ici, ça c'est l'activité électrique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi? C'est quelle activité électrique ici? Ça. Ça, c'est au nœud auriculo-ventriculaire, Stéphane. D'accord. OK. Et donc, ça, c'est les sinus coronaires proximal, qui est juste après le septum interauriculaire. Et puis, le sinus coronaire distal, qui est à la fin, à la paroi latérale de l'oreillette gauche. Stéphane, est-ce que tu peux me dire, tu peux m'expliquer pourquoi, si par exemple, je dessine une ligne ici qui termine ici, pourquoi je n'arrive pas à couvrir toute l'onde P de surface? Parce que l'onde P, c'est une association de tous ces influx. Parce qu'il y a d'autres parties de deux oreillettes qu'on n'arrive pas à trouver, qu'on n'arrive pas à enregistrer en fait. Ah, d'accord. D'accord. Il y a d'autres parties qui sont activées un peu plus tôt parce que le nœud sinusal, c'est épicardique, et la paroi latérale d'oreillette gauche qui est activée plus tard que le sinus coronaire distal, qu'on le voit ici, qu'on est aveugle pour ça. D'accord, je vois. Bien sûr, il y a d'autres technologies. Par exemple, si tu veux regarder pour une tachycardie atriale ou faire une activité totale du cœur, il y a d'autres technologies qu'on appelle le système trois-dimensionnel qui représente, par exemple, un nombre infini d'électrodes. Ça va, mais ce n'est pas notre scope maintenant. Aujourd'hui, c'est simplement comprendre ces principes. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon. Puis, on a un signal comme ça qui est le IS. Donc, est-ce que Stéphane, est-ce que tu es d'accord que j'interagis avec toi? Parce que on peut choisir, par exemple, quelqu'un d'autre. Cheikh Hadidi, par exemple. Est-ce que tu peux interagir avec nous? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, très bien. Parce que Stéphane, il en est marre de moi, je crois. Non, pas du tout. Bon. On a dit que c'est le signal du nœud auriculo-ventriculaire. Et ça, c'est le signal du faisceau du IS. Qu'est-ce que tu présentes? Qu'est-ce que tu en penses de cet intervalle-là? Ça, c'est la conduction auriculo-ventriculaire. Très bien. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Puis, on a le ventricule droit. On a le ventricule, par exemple, ici. On a ici le ventricule droit, c'est juste après l'anneau tricuspidien, au niveau septum. Et puis ça c'est quoi?
Alors ça, c'est l'activité du ventricule à des points différents. Ça veut dire au niveau du sinus Quel coronaire ventricule ici? proximal. C'est le sinus Alors, coronaire. C'est quel ventricule? Alors, au niveau du sinus coronaire proximal, c'est la base du ventricule droit. Non, gauche. Sinus pardon. coronaire, c'est gauche. Le sinus coronaire, regarde, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Ouais, Au je veux niveau dire, de l'anneau mitral. Oui, c'est ça, oui. Et puis, on a le sommet du ventricule droit. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, on va regarder de principe, vous mettez vos sondes, vous mesurez des intervalles de base. La première intervalle, j'ai dit, puisqu'on a commencé ensemble, donc je vais te donner, par exemple, une intervalle qui s'appelle le PA. On dit que cet intervalle, c'est dès le début de l'oreillette, l'activité électrique du nœud sinusal jusqu'à le nœud auriculoventriculaire. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas le mesurer d'où ici? Tu vas commencer où l'activité électrique atriale? Sur cette sonde ou sur le sujet de surface? Sur le sujet de surface. Exactement, parce que c'est là où ça commence la dépolarisation du nœud sinusal. Pas ici, parce que le nœud sinusal est épicardique. Et vous allez mettre la deuxième ligne où on dit le PA, c'est dès le début de l'onde P jusqu'à l'activité électrique du nœud auriculoventriculaire. C'est où? Tu vas terminer la mesure. Au niveau du IS. Au niveau du IS. C'est ça. Et ça représente pour toi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Au niveau de l'activité atriale sur la sonde du IS. Issienne. Je suis d'accord avec toi. Et pour toi, ça représente quoi? Au niveau cardiaque, quel type de conduction? Ça représente la conduction des deux oreillettes. Dans l'oreillette droite. Oui. Dans l'oreillette droite. C'est ici. Parce que si on vient sur ça, regardez ce qui se passe. Ça commence l'onde P ici et ça vient jusqu'à là. C'est donc la conduction dans l'oreillette droite. Droite, d'accord. Tu es d'accord avec toi? Oui, oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. C'est donc le PA, ça représente la conduction intra-atriale droite. Et ça, c'est très important, en fait, lorsque vous faites des études des périodes réfractaires et la conduction chez des patients qui ont des fibrillations auriculaires. OK? Gérard, vous m'avez dit que AH, on représente, c'est la conduction dans le nœud auriculoventriculaire, et vous m'avez dit que c'est où le AH qui représente la conduction dans le nœud auriculoventriculaire pour toi? Alors, on va la mise. J'ai pas compris la question. Intervalle qui s'appelle AH, conduction dans le nœud auriculoventriculaire. D'accord. Pour toi, on le mesure où? On le mesure sur la sonde issienne. On commence par où et on termine où? On commence par le début de l'onde A sur la sonde issienne jusqu'au début de l'onde H sur la sonde issienne. Très bien. Donc, vous m'avez compris, c'est impeccable. Et le H, c'est la conduction dans le vis. Et c'est très important, ça. Vous allez voir des cas très intéressants, en fait, au fur et à mesure qu'on progresse. Donc, conduction dans le vis. Vous allez mesurer où? La conduction dans le vis. D'accord. On va la mesurer toujours sur la sonde issienne. Donc, du début de l'onde H jusqu'à la fin de l'onde H. Très bien. Et puis, ça c'est très important, la prochaine question là, le HV, la conduction dans le IS Purkinje, l'intervalle HV.
ça commence où et ça termine où? Alors, l'intervalle HV, ça commence de la fin de l'onde H jusqu'au début de l'onde. Pardon? Non. C'est à la fin ou au début de l'onde H? Ah, pardon, c'est au début de l'onde H jusqu'au début de l'onde V. Et ça, par contre, ça, c'est faux. Et c'est très important que vous avez fait cette faute. Parce que là, on va revenir sur le même principe que on n'enregistre pas qu'un point focal, un temps d'activité local. Est-ce que tu peux dire que cette onde V, c'est le début de l'activité ventriculaire? Est-ce que tu sais où ça commence la dépolarisation ventriculaire? Ici? C'est-à-dire, on vient sur la physiologie cardiaque, sur le surface du CG. Normalement, qui est la première partie du ventre, qui est la première partie du ventricule. C'est le septum interventriculaire. Du gauche jusqu'à droite. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est ça. C'est de la gauche vers la droite. Donc, cette onde V ne représente pas le début de l'activité ventriculaire. Oui, d'accord. Oui. On est aveugle à ce début-là. Tu es d'accord? Oui, on est aveugle. On n'a pas une sonde au niveau du ventricule, au niveau du ventricule gauche, au niveau du septum interventriculaire, de la face gauche du septum interventriculaire. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas une sonde là. Oui, donc, d'accord. c'est où? Donc, tu vas terminer où la mesure de l'intervalle HV? Donc, on a dit qu'on a... C'est sur la surface de CG. D'accord. Ouais. Parce que c'est ici le début de l'activité ventriculaire. Oui, d'accord. Et si vous allez voir l'activité... L'enterrement des soirées, là, c'est pas évident. Pardon? Bon, parce que tension qui est donc après on va se... Il y a du bruit. Bon, je crois qu'il y a un peu de discussion. Est-ce que si vous allez simplement vous tourner... Il y a une information. Vous éteindre le micro un peu. Non, il faut quelqu'un qui doit éteindre le micro. Ah, Fermez le micro. Monsieur, donc c'est bon, il a éteint le micro. Bon, très bien. Donc, c'est le surface. C'est le ventricule de l'ECG de surface qui va montrer le début de l'activité ventriculaire, pas ici, parce que c'est le principal. On est aveugle au niveau endocavitaire de le début de l'activité ventriculaire au niveau endocavitaire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, j'ai bien compris. Tu gardes ça pour toi. Très bien. Et c'est comme ça qu'on fait des mesures. Comme Cheikh Hadidi nous a dit, le PA, ça commence. Excusez-moi, s'il vous plaît, fermez les microphones, s'il vous plaît. Bah, il y a beaucoup de bruit ici. Akilou, Fouam Stéphane, fermez les microphones, s'il vous plaît. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, on a ici, on mesure l'intervalle PA dès le début de l'onde P jusqu'à l'oreillette d'une auricule ventriculaire. On appelle cet intervalle le PA. La conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire, c'est le H. Ça commence dès le début de l'oreillette au niveau du son de His jusqu'à le H, puis le HV dès le début du signal du faisceau de His jusqu'à le début de l'activité électrique ventriculaire au niveau de surface de l'ECG. Parce que on est aveugle pour le début
de l'activité endocavitaire ventriculaire. On a des valeurs normales pour ça. Le PA, c'est normalement de 25 à 500 millisecondes, le AH de 55 à 125 millisecondes. Le IS, la conduction dans le IS, ça doit être un seul signal qui ne dépasse pas 30 millisecondes. Et ça, c'est très important parce que si on sait pas cette information, il y a beaucoup d'informations qui vont nous manquer pendant une exploration électrophysiologique. Le IS, c'est un seul signal qui ne dépasse pas 30 millisecondes. Et puis, le HV, qui représente la conduction à travers le IS et les fibres de Purkinje, qui ne dépassent pas 35 et 500 millisecondes. Première étape, après prendre ces intervalles, on fait ce que j'ai dit au début, une stimulation atriale et une stimulation ventriculaire qu'on appelle modification de comportement, parce que ça va nous montrer s'il y a des problèmes de conduction où on peut voir en fait si on peut déclencher une tachycardie ou étudier la période réfractaire. On va voir chacun comment on peut faire ça avec la stimulation atriale. Donc, la stimulation atriale. D'abord, on cherche la fonction sinusale, puis on étudie la conduction auriculo-ventriculaire et on fait un déclenchement d'une tachycardie. Ce n'est pas notre scope aujourd'hui. Le déclenchement d'une tachycardie, on le verra plus tard. On commence par la fonction sinusale. Et en fait, je vais vous dire, pour la fonction sinusale, sa valeur clinique est de moins en moins établie, en fait. Parce que pour prendre une décision clinique de mettre un pacemaker pour un patient qui a une dysfonction sinusale, ça dépend en fait d'un diagnostic clinique et faire une corrélation entre les symptômes et le CG de surface. Mais en tout cas, vous pouvez le faire si vous doutez qu'il y a une dysfonction sinusale à l'origine d'un symptôme de syncope ou de pré-syncope. Donc, comment on fait une fonction sinusale? On cherche. Il y a deux façons à faire ça. Il y a une façon qui est très compliquée et tout le monde l'a laissé tomber maintenant parce que c'est compliqué et ça ne donne pas un effet clinique. Mais la plus facile, c'est de faire ce qu'on appelle le bombardement du nœud sinusal. On bombarde le nœud sinusal pendant 30 secondes. On stimule à 600 millisecondes, c'est-à-dire 100 battements par minute, puis à 120 battements par minute, qui représente 500 millisecondes, et 400 millisecondes, qui est 150 battements par minute. On fait un bombardement des nœuds sinusales pendant 30 secondes. Puis, on mesure ce qui se passe ici. Cher Adidi, tu es avec moi? Avec toi, oui, je suis avec toi. On a ici une sonde au niveau de l'oreillette droite. C'est la sonde en fait ventriculaire droite. On l'a mis dans l'oreillette droite pour avoir le signal. Mais le plus important de voir si en fait qu'est-ce que vous détectez comme signal ici. Et vous allez voir que sur le CG, c'est sous l'onde d'épée. C'est d'accord? Donc, cette sonde est dans l'oreillette droite. On stimule aussi à 600 millisecondes, excusez-moi, pendant 30 secondes, puis on arrête. Et puis, on mesure dès l'arrêt du dernier stimulus jusqu'à le début de signal au niveau de l'oreillette droite. Et normalement, ça ne doit pas dépasser 1,5 secondes. Et si c'est 10 secondes, en fait. Donc, c'est très, très allongé. On peut dire ici qu'on a une dysfonction sinusale. Parfois, on a recours parce que c'est aussi, ça c'est sous l'effet d'un système autonomique qui est très compliqué. Ça, on l'appelle temps de récupération sinusale. OK? Ça, c'est le temps de récupération sinusale. On préfère de mesurer, qui est le plus sensible, en fait, le temps de récupération sinusale corrigé, c'est-à-dire on soustrait le cycle sinusal, qui est 608 millisecondes, moins 10 secondes, 600 millisecondes, c'est-à-dire c'est moins qu'une seconde, moins 10 secondes, ça te donne à peu près 9,5 secondes, qui est toujours allongé, parce que ça ne doit pas dépasser
0,5 millisecondes. Donc, c'est très, très, très allongé. Docteur Mohamed, on peut dire avec ça qu'on a que le nœud sinusal est très faible, que le bombardement du nœud sinusal l'a arrêté pendant, ça a pris un long temps pour se récupérer. Est-ce que tu as compris ce diagramme-là? Je n'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Docteur Kwame. Bon, regarde, on va imaginer comme ça. Quand tu commences par un bombardement du nœud sinusal, c'est-à-dire que tu stimules le nœud sinusal à 100 battements par minute pendant 30 secondes. Tu es d'accord? D'accord. Tu es avec moi? Oui, tu oui, stimules l'oreillette droite à 100 battements par minute pendant 30 secondes. C'est-à-dire que tu bombardes. Tu me comprends le terme bombarder? C'est comme tu envoies une bombe sur le sinus, tu frappes le nœud sinusal. D'accord. D'accord. Bon, imagine quelqu'un qui est fort, qui est bien fort. Quand tu le bombardes, si tu le frappes très fort, est-ce qu'il va tomber ou il va rester sur ses pieds? Si quelqu'un est fort, il est bien, il va rester sur ses pieds. Si, il reste sur ses pieds. Mais si quelqu'un est faible, il va tomber par terre. Il tombe. Tu es d'accord avec moi? Ce qui s'est passé en fait, tu as bombardé le nœud sinusal. Tu as frappé le nœud sinusal à 100 battements par minute. Puis tu as arrêté après 30 secondes. Si le nœud sinusal a pris longtemps pour récupérer, c'est-à-dire plus que 1,5 secondes, c'est-à-dire c'est un nœud sinusal qui est faible. D'accord. Si le nœud sinusal a pris moins que 1,5 secondes, pour récupérer, c'est-à-dire que c'est un nœud sinusal qui est fort. D'accord. Et donc, tu as mesuré, on a arrêté la stimulation ici. Tu vois ça, ce signal-là, ça c'est la stimulation. D'accord. C'est très grand. Donc, tu as arrêté ici. Et puis, après l'arrêt de la stimulation, il n'y a pas de signal électrique ici. Le signal électrique atrial est là. Ça, c'est le premier signal atrial de l'oreillette droite. Donc, tu mesures d'ici jusqu'à ici et il te donne 10 secondes. Pour toi, c'est un nœud sinusal qui est faible, qui a pris longtemps pour récupérer ou un temps court pour récupérer. Pour toi, est-ce que c'est faible ou c'est fort, ce nœud sinusal? Il est très faible, très faible. Très faible, parce que ça a pris longtemps. C'est comme si tu as quelqu'un qui est faible, tu l'as frappé. Il est tombé par terre et il n'arrive pas à récupérer. Tandis que c'est quelqu'un qui joue le karaté, il va te frapper après. Tu es d'accord avec moi? Ça a pris longtemps, ça a pris 10 secondes pour récupérer. Effectivement. Est-ce que tu as compris ça? Oui, j'ai compris ça. Question. Bon. Oui? C'est le temps de récupération. Vous avez corrigé, que vous avez calculé. C'est ce que je n'ai pas bien compris, c'est tout. Voilà. Ça, c'est la fréquence sinusale de base. Ça, c'est le patient. Oui. OK. Tu mesures un cycle comme ça, qui est 0,6 secondes, parce que c'est 608 millisecondes. D'accord. Tu le vois? Et puis, tu le soustrais d'ici, de 10 secondes. Ça va te donner à peu près 9,8 secondes. Ah, d'accord. Et ça, par contre, ça ne doit pas dépasser 500 millisecondes. D'accord. Donc, 9,8 secondes, c'est beaucoup plus grand que le temps de récupération sinusale corrigée. Acceptable, je veux dire. OK? Par contre, est-ce que moi, je vais poser une question. Qu'est-ce que c'est ça? Nous pouvons répondre? Je peux répondre? Oui, allez-y. Douala? Du Cameroun. Oui.
Je pense que c'est un échappement. Oui, tout à fait. Très bien, Un bravo. échappement à QRS fin, probablement Oui, jonctionnel. c'est ça. Très bien. Et Bon, justement, je voulais poser deux questions en rapport. La oui, première, allez-y. lorsqu'on bombarde le nœud sinusal comme ça à 100, 120, 150 battements par minute Oui. et qu'on attend voir le temps de récupération sinusale, Vous si choisissez jamais, la plus longue. Voilà. La question que je veux poser, c'est jusqu'à quand on réagit si éventuellement il n'y a pas d'échappement en dessous, notamment ventriculaire ou jonctionnel. Bon, ne vous inquiétez pas parce que normalement, vous avez une sonde dans le ventricule droit. Si le patient a commencé à s'échapper de toi, tu peux toujours stimuler le ventricule droit. D'accord. La deuxième question, c'est si on a une oreillette qui est vulnérable et qu'en stimulant aussi rapidement, on entre dans une arythmie auriculaire comme une fibrillation ou un peu moins flûteur. Ça peut arriver, mais à 600 millisecondes, à 100 battements par minute, je crois que c'est très rare. On est un peu bas. Oui. Normalement, même si l'oreillette est petite et même si c'est vulnérable, tu as besoin de 300 millisecondes, c'est-à-dire tu as besoin de 200 battements par minute pour avoir une arythmie atriale. Mais si tu as par exemple un mec qui a un rétrécissement mitral et tu as l'oreillette, oui, tu peux l'avoir, mais je crois que ce n'est pas son problème là. Tout à fait. Pas le problème que tu cherches en fait. C'est un patient en fait qui aura plutôt une fibrillation auriculaire chronique et à ce moment-là, tu laisses tomber tout ce qui est à propos de la dysfonction sinusale parce que ça n'existera pas. Ça va être une fibrillation auriculaire chronique plutôt. Hein? D'accord. Merci infiniment, professeur Mohamed. Bon, je vous en prie. Donc, ça, c'est pour le dysfonction sinusale. Et là, on vient pour les tracés les plus importants et les plus intéressants aujourd'hui. La conduction auriculo-ventriculaire. Bon, qui va interagir avec moi? Je peux essayer? Bon, très bien, on y va. On cherche d'abord ce qu'on appelle le point de Wenckebach. Le Wenckebach, c'est une propriété normale du nœud auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire on a une conduction décrémentielle du nœud auriculo-ventriculaire avec l'accélération atriale. C'est-à-dire que lorsque l'oreillette devient plus rapide, la conduction de nœud auriculo-ventriculaire ralentit cette fréquence. Et ce que vous voyez en fait pendant une fibrillation auriculaire, parce qu'une fibrillation auriculaire, vous avez l'oreillette qui tape à 600 battements par minute, tandis que le nœud auriculo-ventriculaire conduit seulement 100 ou 150 battements par minute. C'est à cause du phénomène de Wenckebach. C'est la conduction décrémentielle du nœud auriculo-ventriculaire avec l'accélération atriale. Normal, c'est au-dessus de IS, sus-isien. Mais si vous voyez ça au niveau sous le IS, c'est pas normal, même si le patient n'a pas de symptômes. Tu es d'accord? On verra ça sur les tracés. Puis, on a la conduction du système de His-Purkinje, on verra ça, et la période réfractaire. On commence par les tracés, ce qui est très, très intéressant. Qu'est-ce que tu penses ici? Ça, on a une stimulation qui est là. Vous voyez le stimulus, c'est ici. On le voit ici. Et on sait que c'est au niveau de l'oreillette droite. Et on fait le stimulus ici. Est-ce que tu peux m'aider à voir ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'oreillette droite. Tu es avec moi? Oui, je suis avec vous. Ça, c'est l'oreillette droite. Jusqu'à l'IS. C'est la conduction dans l'oreillette droite. Tu es d'accord? Oui. Et puis, le signal électrique atrial ici, au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, ça c'est la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire jusqu'à l'IS. Oui. Tu es d'accord avec moi? Puis ici, c'est
la conduction à travers le système de His-Purkinje. Merci. Puis, ce qui se passe ici, c'est quoi ici? Ça, c'est le nœud auriculoventriculaire. Le signal atrial au niveau du nœud auriculoventriculaire. Oui. Est-ce que ça, pour toi, est même intervalle ici ou c'est plus allongé? Ça semble légèrement plus allongé. Très bien. Et progressivement, ça s'allonge. Puis, progressivement, ça s'allonge. Puis, et puis là, on n'a pas un potentiel hissien. C'est donc le bloc, ça arrive au niveau du nœud auriculoventriculaire ou au niveau du his? Alors, je pense que ça arrive au niveau du nœud auriculoventriculaire. Très bien, parce que si la conduction est normale à travers le nœud auriculoventriculaire, tu auras un potentiel hissien. Ça conduit jusqu'à le potentiel hissien. Et c'est pour ça, qu'est-ce que tu en penses ici? Tu m'expliques ici. Ici, on est dans le his distal. Ouais. Alors, ça, c'est A. on a l'oreillette. AH. Oui. On a AH. HV. Et puis HV. Donc, 42 AH50, HV 42. D'accord. Et puis? Après, le AH s'allonge. Le HV aussi. Très bien. Puis le AH, disons, se réduit légèrement. Et puis? On n'a pas de HV. Donc, le bloc, c'est où ici? Tu as H ici. On a un H, mais on n'a pas de ventricule. Donc, on a le bloc, soit on n'a pas de potentiel ici, non, c'est pas intra, donc c'est un bloc qui est sous-hissien. Sous-hissien. Ça, c'est un 20 Québec. C'est pas un bloc normal, c'est pas 2 pour 1 ou un bloc complet. Parce que ça s'allonge. Le HV, ça s'allonge. Oui. Puis ça s'arrête, c'est-à-dire c'est un 20 Québec sous-hissien. Et puis le HV à récupérer, c'est parce que c'est moins que 82, c'est 50 millisecondes. Et puis ça s'allonge encore. Donc tu as un 20 Québec sous-hissien. Ce patient, si tu trouves ce phénomène, même si le patient n'a pas de symptômes, même si le patient n'a pas de symptômes, ce patient a besoin de mettre un pacemaker. Parce qu'un jour, tu peux avoir un arrêt cardiaque. C'est un problème. Le HV n'a pas un phénomène, n'a pas de propriété de conduction décrémentielle. D'accord. Merci. Si tu trouves ça, tu mets une pile pour ce patient. Ce patient, il a une maladie dans le His-Purkinje et un jour, ça va arriver à un bloc sous-hissien et il peut avoir un arrêt cardiaque comme premier symptôme. D'accord. D'accord? D'accord. Bon. Qu'est-ce que tu en penses ici? Moi, je dis que le signal du faisceau de His est un seul signal qui ne dépasse pas 30 millisecondes. Qu'est-ce que tu en penses ici? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Moi, j'ai dit il y a à peu près 15 minutes que le signal de His, c'est un seul signal qui ne dépasse pas 30 millisecondes. Ça, c'est le normal. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Alors, après le signal atrial, qui est plutôt ample, on a un signal hissien, qui est au début de 76 millisecondes, et puis on a un deuxième signal hissien avant d'avoir le potentiel ventriculaire. Ce qui est complètement anormal. Ça, c'est une maladie grave. Donc, on a deux potentiels hissiens que je vais appeler H1 et H2. Et quand on voit le cycle suivant, il y a un allongement de l'intervalle entre H1 et H2 qui quitte de 76 millisecondes à 110. Et puis après, on a une seule onde hissienne
pas la deuxième, pas le potentiel ventriculaire. Donc, il y a eu un bloc intra-ischien. Et c'est un 20 kBAC parce qu'il y a un allongement progressif. Il y a un allongement, hein? Donc c'est un 20 kBAC. C'est un point de 20 kBAC intra-ischien. D'accord? Tout à fait. Merci. Et ça, par contre, aussi, c'est très grave. Même si le patient n'a pas de symptômes, il faut avoir une pile. Par contre, c'était un de mes patients là qui est venu, en fait, c'était un jeune mec là, qui avait 23 ans, et en fait, qui est venu pour une palpitation à l'interrogation. On a vu ça dans le caté, dans le labo. Et en fait, après voir ça, on a poussé un peu l'interrogation. Il a dit que bon, il a eu un syncope il y a 1 an. Et il a laissé tomber, en fait. Et il n'a pas dit qu'on l'a interrogé au premier. Donc, ce patient, en fait, il était symptomatique. On a lui demandé de mettre une pile, puis il a refusé. Je ne l'ai pas vu après. Mais par contre, il n'avait pas de tachycardie. En fait, je crois que c'était une tachycardie sinusale. Et ce qu'il avait, qu'on a découvert par chance, c'est une maladie intra-ischien. Et lorsqu'on a poussé l'interrogation, il a dit qu'il a eu une fois un syncope. Et on comprend pourquoi. Donc, il faut lui mettre une pile. Oui. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est clair limpide. C'est limpide. Très bien. C'est clair. C'est clair. Très bien, impeccable. Oui, on mesure ce qu'on appelle la période réfractaire du nœud auriculoventriculaire. Et ça, par exemple, on le fait avec un extra-stimulus. Comment? On fait une stimulation à cycle fixe, soit 600 ou 500 ou 400. Puis, on fait ce qu'on appelle SCA. SCA, c'est 500 millisecondes, c'est-à-dire 120 millisecondes. C'est 120 battements par minute. Puis, on met un extra-stimulus qui représente une extrasystole auriculaire. D'accord? C'est-à-dire, on dit que S1, S2, c'est 300 millisecondes, c'est-à-dire que entre S2 et S1, c'est 300 millisecondes. Et puis, entre S1 et S2, c'est-à-dire ça, c'est 500 millisecondes. Par contre, ce que je veux dire, mais bon, je ne veux pas sortir du scope, pourquoi on fait une stimulation à 500 millisecondes fixe pendant 6 ou 8 battements? Ça, c'est parce que il y a un phénomène au niveau des périodes réfractaires qui s'appelle l'adaptation de la période réfractaire. C'est-à-dire que c'est physiologique. Quand tu as le cœur qui, par exemple, a une fréquence de 100 battements par minute, tu as une période réfractaire qui est plus courte que si tu as une fréquence cardiaque à 60 battements par minute. Et c'est pour ça, lorsqu'on décrit une période réfractaire, il faut mettre, c'est-à-dire, on verra ici, on a mis S1, S2, c'est 280 millisecondes, c'est-à-dire on a raccourci le couplage de l'extrasystole ou de l'extrastimulus et on a un bloc. On n'a pas de ventricule, on n'a pas de hisse, c'est-à-dire que le bloc est arrivé au niveau du nœud auriculoventriculaire. Et là, quand vous décrivez en fait la période réfractaire effective, vous dites c'est 500 sur 280. Il ne faut pas dire simplement c'est 280 millisecondes. Il faut mettre le 500. Parce que c'est différent si vous faites S1 à 600 millisecondes. Ou c'est différent si vous faites le S1, S1, la stimulation à 400 millisecondes. Parce que quand vous accélérez le cœur, la période réfractaire va être plus courte. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, bien compris. Bien compris. C'est-à-dire, pour ce patient qui a une période réfractaire 500 sur 280, si on fait S1 à 400 millisecondes, c'est-à-dire
on stimule le cœur pendant 8 battements à 400 millisecondes d'intervalle, c'est-à-dire à 150 battements par minute, on peut avoir la période réfractaire, pas de 180, mais on l'aura plus courte, c'est-à-dire de 140 ou de 130. Ça dépend, mais ça va être plus courte que le 280 à cause de ce phénomène physiologique qui s'appelle l'adaptation de la période réfractaire. Et c'est très physiologique, par contre. D'accord? Oui, oui, bien compris. D'accord. Ça, c'est... Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Je voudrais savoir, est-ce que la fréquence à laquelle on donne les extrastimuli, est-ce qu'il y a une fréquence bien définie? Non. Non, non, ça dépend. C'est-à-dire, vous commencez, par exemple, ce patient. Là, on dit à 300 millisecondes, le S1, S2, c'est-à-dire l'intervalle de base ou l'extrastimulus. Tu veux dire l'extrastimulus? Je parle de l'extrastimulus. Est-ce qu'il y a une fréquence bien définie par rapport à la durée surtout à laquelle on doit stimuler? Bon, fréquence de base, on dit la plupart des labos partout dans le monde, ça commence à une fréquence 600, puis 500, puis 400. Ah, d'accord. Des fréquences. Bon, c'est toujours, c'est dans la stimulation ventriculaire. Dans la stimulation atriale, vous avez toujours 600. La plupart des papiers utilisent 600, puis 500, puis 400. D'accord. OK? Et normalement, l'adaptation de la période réfractaire, ça prend 4 battements, de 3 à 4 battements. Mais bon, après, vous donnez 6 battements ou 8 battements, c'est-à-dire pour simplement sécuriser la période réfractaire. C'est un peu plus. Mais normalement, ça prend 3 à 4 battements pour avoir ce phénomène d'adaptation de la période réfractaire. D'accord. D'accord? Un commentaire, docteur Mohamed. Si Pardon? tu peux revenir sur, juste un commentaire, si tu peux revenir sur la période réfractaire? Oui, d'accord. Ici? Alors, oui, c'est ici. C'est juste... alors, non, c'est donc après, alors, si on regarde... Non, c'est l'autre, c'est à 300. Lorsqu'on a stimulé, d'accord. Ici, on voit qu'il y a un allongement de l'intervalle A2H2. Donc, l'intervalle A2H2, il est allongé par rapport... Oui, c'est le 20 Québec. Et une fois qu'on a raccourci en cours, lorsqu'on a stimulé à 300, à 280... 80, pardon. Lorsqu'on a stimulé à 280, donc il n'y a pas de H. Donc on est tombé sur la période réfractaire. Effective, oui, la période réfractaire effective du nœud auriculoventriculaire. Oui, c'est ça. Oui. D'accord? D'accord, oui, d'accord. On y va? On y va. Bon, très bien. On a un P qui est bloqué. Est-ce que tu peux me dire où est le niveau du bloc? Et au-dessus de IS, au niveau du nœud auriculoventriculaire, c'est au niveau du IS ou sous-isien, au-dessous du IS. Tu peux me dire ça? Ce P qui est bloqué, qui ne conduit pas au ventricule. Ce P qui est bloqué, il est sous-isien. Non. On a l'intervalle HV qui a l'air d'être... Est-ce que tu as vu avant qu'il y a 2 IS? H1, H2. Intra-isien. Intra-isien, parce qu'on a un seul signal de IS, tandis qu'il y avait avant 2 signaux de IS. Donc, c'est intra-isien. D'accord. Là, par contre, on a un seul signal de IS. HV. Donc, c'est intra-isien. Donc, c'est là. Là, c'est sous-isien. C'est sous-isien. Pas intra-isien. Parce que ici, il y avait un seul signal de IS, tandis que ici, il y avait 2 signaux de IS. Donc, il y a un problème dans le IS, pas dans les fibres de Purkinje. Et puis après, tu as bloqué, tu as un seul signal de IS. D'accord.
La stimulation ventriculaire. Donc, qu'est-ce qu'on cherche dans la stimulation ventriculaire? D'abord, la séquence de la conduction rétrograde. C'est-à-dire, comme l'oreillette conduit vers le ventricule normalement conduit vers l'oreillette. Et ça doit être centrique ou excentrique, on verra ça plus tard. On cherche aussi la période réfractaire rétrograde du nœud auriculo-ventriculaire, comme on l'a cherché pour la période réfractaire antérograde. Et on fait un déclenchement d'une tachycardie, on verra ça. Donc, conduction rétrograde centrale. On voit ici, on envoie une stimulation ventriculaire. Où se trouve le premier A? Bon, quelqu'un peut me dire, Khadidi, on a une information très importante ici. Tu as le ventricule qui est collé à l'oreillette. Tu ne sais pas où se trouve le ventricule et où se trouve l'oreillette. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Sauf si tu as les yeux d'un aigle. Mais tu es humain comme moi. Alors... Tu es d'accord avec moi? Moi, on ne sait pas. Les deux potentiels sont très bien collés. Je ne sais pas où se trouve le ventricule ici ou où se trouve l'oreillette. C'est-à-dire, si je mets ici, est-ce que c'est l'oreillette ou le ventricule? Il faut me dire, bon, je ne sais pas, ça c'est un ventricule ou une oreillette. Les deux sont bien collés. Tu es d'accord avec moi? Oui. Comment on peut savoir ça? Est-ce que c'était l'oreillette ou du ventricule? Je peux reposer la question, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que c'est l'oreillette ou le ventricule? Pourquoi on dit que c'est l'oreillette ou c'est du ventricule? Parce que les deux sont collés ensemble. On peut se baser sur l'ECG de surface? Non. Ah. Tu peux l'avoir ici, tu peux avoir l'oreillette ici sur... Bon, par contre, tu as le ventricule jusqu'à ici. Hein. Tu as le ventricule qui termine ici. Hein. Donc, tu as la plupart de ces activités dans les ventricules. Bon, je dis moi... Sur la sonde qui est posée au niveau de l'oreillette. Non. Sur la sonde. Non, je vais vous dire ça, moi. À partir du nœud? Non. Je vous dis ça, moi. D'accord. Parce que moi, j'ai dit ici, au niveau, par exemple, du sinus coronaire. Est-ce que c'est l'oreillette? Moi, je ne pose pas la question au niveau de l'oreillette, hein, de la sonde qui se trouve dans l'oreillette ou pas. Ici, c'est ici. Vous voyez, ça c'est un battement sinusal. Donc, vous avez le P ici. Le P ici, donc ça c'est une activité auriculaire. Et ça c'est le ventricule qui est là. Vous êtes d'accord? Oui, vous voyez la morphologie qui a, comment l'onde P ou l'activité auriculaire est présente au niveau du sinus coronaire, tandis que le signal ventricule est trop petit, très faible, et très moche un peu. Donc, quand vous faites une stimulation, vous voulez savoir c'est quoi ce signal, est-ce que c'est le ventricule ou l'oreillette, vous regardez le signal électrique auriculaire au niveau du sinus coronaire, la morphologie, je veux dire. C'est ample, c'est bien, donc ça c'est l'oreillette. Vous ne voyez pas le ventricule parce que l'oreillette parce que le ventricule est caché par le signal électrique auriculaire. Atrial, je veux dire. D'accord? Donc, il faut regarder ça, la base, toujours la base, la morphologie, la séquence pour expliquer la modification du comportement. D'accord? D'accord. Et comme on voit ici, la première activité électrique, c'est au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et ça, ce qu'on appelle conduction rétrograde centrique ou centrale. Alors, on le verra comme ça. On commence une stimulation et ça monte à travers les fibres de Purkinje jusqu'à le nœud auriculo-ventriculaire et c'est pour ça que vous allez voir la première activité atriale rétrograde au niveau du
conduis qui est là. Ça, c'est plus précoce que l'activité atriale au niveau du sinus coronaire parce que ça monte à travers le nœud auriculo-ventriculaire. D'accord. OK? Par contre, on peut voir aussi le vein Québec rétrograde. Qui peut m'expliquer ça? Hanafi from Tunisia. Hanafi Mohamed. Hanafi. Bonsoir, Yes. bonsoir. Bonsoir, Hanafi. Répondez, s'il vous plaît. Yallah. D'accord. Le Wenkebar ventriculaire, c'est-à-dire quand on stimule du ventricule droit à une certaine fréquence, et on n'a pas d'activité atriale. Non. Par exemple, comme ici, par exemple, on voit le stimulus du ventricule droit. On débute la stimulation, il y a une activité atriale, puis il y a un bloc. Très bien. Et ça, on appelle, mais tu vois qu'il y a un allongement progressif. Progressif, ça, la fonction décrémentielle du nœud AV. C'est la conduction décrémentielle rétrograde du nœud AV. Oui, le bloc. Le bloc, oui. Très bien. Et ça, par contre, Hanafi, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ici, presque, c'est la même chose. On voit l'allongement de AH pour la troisième stimulation. On fait stimulation à quel niveau? Au niveau du ventricule. Ventricule droit. Le ventricule, stimulation du ventricule droit. Après la troisième stimulation, on voit l'allongement de AH, puis le bloc. Non. D'abord, la question à poser, est-ce qu'il y a une conduction rétrograde ou non? Avant de chercher le Wenkebar. Peut-être il fallait que je mette ça avant l'étape précédente. Au début, il y a oui, après l'extra-stim, il n'y a pas. Il y a un allongement de la hache. Non, tu n'as pas de conduction rétrograde. Tu n'as pas de conduction. Tu vois l'oreille à droite. L'oreille à droite est tout à fait dissociée. Absente, oui. Du ventricule. Oui. Il n'y a pas de conduction rétrograde. Ici, on le voit bien. Tu as ici l'oreillette qui est tout à fait dissociée, qui est à fréquence fixe en fait du ventricule. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conduction dissociée. La conduction ventriculo-auriculaire dissociée. En cas de TV. Pas de conduction. D'accord? Oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Hanafi? Où est la première conduction rétrograde? Ok, il y a. Où est l'oreillette? D'abord, on a et c'est l'oreillette ou le ventricule? Attendez, s'il vous plaît. On voit bien la stimulation de la première. Non. D'abord le signal. La morphologie de signal atrial. Il faut regarder ici. Ça, c'est l'onde P et ça, c'est l'oreillette au niveau du sinus coronaire. Ça, c'est la morphologie de l'activité atriale sur le sinus coronaire. Il faut, pour savoir où est l'activité atriale. C'est le deuxième. C'est le deuxième, très bien, parce que c'est la même morphologie qu'ici. D'accord? Oui. Très bien. Et là, est-ce qu'on a une conduction rétrograde ou non? Est-ce que chaque ventricule est suivi par une oreillette ou non? Au début, oui. Et à la fin? Et à la fin, non. Si. On va bien. Ventricule, oreillette. Ventricule, oreillette. Ventricule, oreillette. Ventricule, oreillette. Ventricule, oreillette. Oui, bien. Donc, le début et la fin, chaque ventricule est suivi par une oreillette. Pas décrémation. D'abord, où se trouve la première activité atriale rétrograde? Au niveau du sinus coronaire, la partie distale. Distale, très bien. 1, 2. Distale du CS. C'est ça. Très bien.
Est-ce qu'il y a un nœud auriculo-ventriculaire là-bas? Non, mais il y a une voie accessoire latérale. Très bien. La voie accessoire cachée. Parce que c'est une voie accessoire cachée. Parce qu'on n'a pas de précipitation sur le CG. Hein? C'est une voie accessoire cachée. Tac et tac. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Bien. Bon. Et ça, ce qu'on cherche, en fait, au niveau de la stimulation ventriculaire. Et après, la dernière chose, ça dépend de la situation clinique. Si ce patient, par exemple, est amené pour avoir, qui a une cardiopathie, vous voulez savoir est-ce que c'est pas clair dans, est-ce qu'il faut mettre un DAI ou non, ou par exemple, si vous faites, vous voulez avoir, si le patient il a une tachycardie ventriculaire, que vous voulez faire une ablation, vous essayez de déclencher une tachycardie ventriculaire avec une extra-stimulus ventriculaire et aussi fréquence de base, 8 battements ou 6 battements à 600 ou 500 ou 400, puis un extra-stimulus jusqu'à le déclenchement d'une tachycardie ventriculaire. Mais ce n'est pas notre scope d'aujourd'hui, ça va être dans la lecture des tachycardies ventriculaires. Ça, c'est, j'espère que j'ai pu éclaircir un peu l'étude électrophysiologique de base, qu'on n'avait pas bien marre de moi. Est-ce que vous avez marre de cette présentation ou vous allez voir que c'est bien? C'est très bien. Vous aider. Très bien. Bien. Moi, c'est bien, mais j'avais une question. Allez-y. On a parcouru les anomalies de la fonction sinusale, on a parcouru les anomalies de la conduction AV. J'aurais aimé voir un peu quelques tracés endocavitaires, des anomalies intraventriculaires si possible, sauf si ça n'a pas d'intérêt ici. Une anomalie intraventriculaire, c'est un diagnostic de l'ECG de surface, la conduction intraventriculaire. Moi, en fait, le point à prendre de cette présentation, c'est quoi? C'est la philosophie, la technologie de l'étude électrophysiologique et la technologie. Que le signal endocavitaire, ça représente simplement le point où se trouve le cathé. Par exemple, on a dit qu'on n'a pas toute l'activité atriale, qu'on est aveugle à l'activité atriale gauche et droite, sauf au niveau de la sonde qui est au niveau de l'oreillette droite, juste au-dessous de la veine cave supérieure. Mais par exemple, si il y a une tachycardie atriale et vous voulez voir ça vient d'où, il faut aller pour descendre avec des électrodes multiples, parfois 20 électrodes, 30 électrodes, et parfois, il faut aller jusqu'à le système tridimensionnel qui représente un nombre infini d'électrodes dans le cœur. Ça, c'est le point, je voulais, ça, c'est une étude électrophysiologique de base. OK? Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire une sonde dans le cœur, qu'est-ce que ça veut dire un signal. Parce que lorsque vous allez faire une ablation des arythmies complexes, il faut savoir qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que ça représente chaque point et chaque potentiel. Si vous n'arrivez pas à reconnaître que c'est un don d'activité locale, ça devient un problème parce que vous ne faites pas le diagnostic, vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez. Ça vient comme un électrocardiogramme de surface. Mais en tout cas, il ne faut pas annuler le CG de surface parce que ça vous donne des informations aussi. Est-ce que vous voulez que je reviens sur quelques présentations ici? Ou ça vous va? Pour moi, c'était parfait. Merci infiniment, professeur. Bon, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un veut d'autres présentations ou quelques points que vous voulez que je renforce un peu? Bon, très bien, impeccable.
Donc, merci pour votre attention. Je crois que je vais vous voir pour une autre présentation pendant le programme et on verra comment ça marche. Dr. Mervet. Oui, Mohamed, merci beaucoup, Mohamed. Tu as très bien expliqué les étapes avec Delicate. Bravo. Et s'il vous plaît, posez des questions à Mohamed. Ou Mohamed, posez des questions à les attendus. Peut-être, je crois qu'on a interagi. We communicate during the tracings and everything. So, yes. I believe, there is a lot of them actually who paid a lot of attention and they were responding. J'ai dit que il y a des gens qui débutent et qui ont répondu à ces tracés qui est impeccable pour moi, en fait. Parce que ça m'a pris 3 ou 4 mois au labo d'électrophysiologie pour comprendre ces tracés. Mais avec une seule présentation, il y a des gens parmi vous qui ont répondu si impeccable. Moi, ça m'étonne, en fait. Et je suis très content, en fait. OK. I have a video of a case. I will share with you now. Bon, vous voyez la vidéo maintenant et la souris? Si, là, je vois. Merci. Très bien, très bien. Là, comme ça, on fait la ponction veineuse. Normalement, on fait 4 ou 3 ponctions veineuses, comme vous voyez. 3, oui. OK. On a 3 ponctions veineuses. Ça dépend du nombre des cathés que vous allez mettre. Ça, c'est 3 ponctions, c'est-à-dire qu'on va mettre le sinus coronaire et ventricule droit et le his, j'espère. Voilà, on y va. On avance la sonde. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'OAD, comme on a dit. La sonde du sinus coronaire, c'est parallèle à la colonne vertébrale. Vous voyez la souris là maintenant, j'espère. Oui. Et puis, on essaye. Très bien. Puis, on essaye d'avancer la sonde quadripolaire. Ça doit être maintenant, si on veut aller le ventricule droit, donc ça doit être plus antérieur que la sonde de sinus coronaire. On essaye en allant, puis elle va antérieure, là, on pousse. On va pousser, elle va jusqu'à le septum interventriculaire. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme vous voyez, ça c'est le surface. Ça c'est le sujet de surface. On a l'endépé ici. D'accord? Donc, ça c'est le sinus coronaire. Donc, ça c'est le N2 qui est le distal, comme je vous ai dit. On verra. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est le N2. Ça, c'est le distal. On l'appelle comme ça partout dans le monde. Ça, c'est le distal. Le N2, ça, c'est le proximal qu'on appelle 9-10. Donc, N2, 3-4, 5-6, 7-8 et 9-10. D'accord. Et puis, on pousse la sonde jusqu'à ce qu'elle arrive dans le ventricule droit jusqu'à le septum. Et là, à l'état basal, avant de faire la modification de comportement, la stimulation ventriculaire, et on a le right ventricle, le ventricule droit N2, qui est le distal, les 2 électrodes distaux qui sont là, et ça, c'est les 2 proximaux qu'on appelle 3-4. Donc, c'est N2, 3-4. C'est une nomenclature internationale. D'accord?
D'accord. Le distal, on l'appelle 1, puis après 2, puis 3, 4, et on a le signal qui est bipolaire, donc le 1 et 2. 1 signal et 3, 4, 1 signal. Et si, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? On a, ça c'est la stimulation ventriculaire, où est l'oreillette et le ventricule. Comme je vous ai dit, regardez la morphologie de l'activité locale au niveau sinusal. À la base, donc, le signal atrial et temple est grand, tandis qu'au niveau de la base, au niveau du ventricule, le signal est petit et moche, un peu faible. Donc, on a ici, ça c'est l'oreillette qui est rétrograde, et ici, on peut voir que le ventricule est caché par le signal électrique. C'est ça. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez ici qui est le premier signal électrique? Vous voyez, quand on va parler de la réentrée intranodale, vous allez comprendre, il y a un truc que vous allez savoir en fait, que je n'ai pas expliqué ici parce que ce n'est pas notre scope, que la conduction la plus rapide dans le cœur, ce n'est pas une voie accessoire, en fait, c'est le fibre de Purkinje qui est 10 fois ou 20 fois plus rapide que la conduction au niveau, par exemple, de la plus rapide que la conduction au niveau d'une voie accessoire, par exemple. Donc, lorsque vous voyez que le ventricule est très collé comme ça et l'oreillette au niveau local, c'est-à-dire que le temps est moins que 70 millisecondes, c'est-à-dire que la conduction se déroule au niveau du nœud auriculoventriculaire, qui est la conduction la plus rapide dans le cœur. D'accord? Bon, il fallait, parce que, bon, ça c'est une étude qui est très, très simple, pas très détaillée comme je vous ai montré. En fait, il fallait mettre une sonde au niveau du nœud auriculoventriculaire et le IS pour voir la conduction centrale et excentrique, ce qu'il fallait faire au début. Mais parfois, lorsque vous avez beaucoup d'expérience et vous voulez sauver vos sondes, vous mettez ça et vous dépendez sur certains phénomènes comme la conduction qui est très collée comme ça avec une intervalle rétrograde qui est moins de 70 millisecondes. Mais c'est pas notre scope ici. Mais ce que je veux dire, on le voit ici maintenant, par exemple, si je veux déclencher, par exemple, une réentrée intranodale et pour faire un diagnostic, comme je vois, par exemple, le ventricule et l'oreillette qui sont très collés comme ça, avec une VA qui est moins que 70 millisecondes, on dit que la conduction se déroule au niveau du fibre Purkinje, puis au niveau de nœud auriculoventriculaire. Bon, on fait la stimulation ventriculaire. Comme vous voyez, on accélère. On a plus de complexe maintenant au niveau. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, ça c'est, par exemple, ça se déroule au niveau ventriculaire. Vous voyez l'intervalle ici que l'oreillette et le ventricule. Si on accélère, vous voyez, cet intervalle s'allonge peu à peu. Ah, très bien, c'est ça s'allonge. C'est quoi ça? C'est la conduction décrémentielle. Rétrograde. Exactement. C'est là. Bon, on l'appelle de base, ça c'est la conduction décrémentielle. On n'a pas encore le point de Wenckebach, mais c'est la conduction décrémentielle. Et ça, par contre, est très, très, très diagnostique. C'est très diagnostique pour la conduction sur le nœud auriculoventriculaire. Parce que voie accessoire cachée, normalement, n'a pas une conduction décrémentielle. Parce que ça dépend, en fait, des canaux sodiques, pas des canaux du calcique. D'accord? Mais par contre, vous pouvez le voir dans certains voies accessoires atypiques, mais c'est très rare. Ce n'est pas notre scope maintenant. Donc, lorsque vous avez l'intervalle et tac, attendez là, là, ça s'allonge peu à peu. Et puis, attendez, on va le... Ah, et là, ça tombe. Ça, c'est le point de Wenckebach. Avec l'accélération, une conduction décrémentielle, puis ça s'allonge, puis on a une récupération de la conduction
Pourquoi ça ne marche pas? J'espère que je n'ai pas un problème de YouTube ici. Ah, je crois que très bien. OK. Puis, on arrête et on a une récupération du rythme sinusal. Bon, qu'est-ce qu'on voit ici après? On a une stimulation ici. On commence donc par, parfois, comme je vous ai dit, j'ai fait, sur les tracés que je vous ai montrés, on a fait la stimulation sur l'oreillette, de la sonde de l'oreillette droite, mais parfois, pour sauver un peu les sondes, surtout qu'on est dans des labos où on n'a pas beaucoup de sondes et les ressources sont très limitées, on fait la stimulation atriale à travers la sonde du sinus coronaire, c'est-à-dire on stimule l'oreillette gauche au lieu de l'oreillette droite pour sauver un peu les ressources. Là, on a la stimulation de l'oreillette gauche et vous voyez ici l'intervalle de l'oreillette gauche jusqu'à le ventricule. Vous voyez comment l'intervalle s'allonge. Et ça, c'est la conduction décrémentielle sur le nœud auriculo-ventriculaire, c'est antérograde. Et là, ici, ça s'arrête. Ça, c'est bloqué. Et ça, c'est le point de Wenckebach. Si vous savez le cycle, la fréquence de stimulation, c'est-à-dire que vous allez dire, ça, c'est le point auriculo-ventriculaire, le point de Wenckebach, auriculo-ventriculaire antérograde. Et puis, la conduction à récupérer avec une PR qui est plus courte et ça continue avec un allongement progressif et on a le point de Wenckebach antérograde. On continue. Une stimulation auriculaire de l'oreillette gauche, Et là, par contre, ça c'est, on a un déclenchement d'une tachycardie. On verra ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, ça c'est une tachycardie. Et vous allez voir comment ça s'est... Et voilà, l'oreillette et le ventricule, ça sont fusionnés. Il y a une fusion entre l'oreillette et le ventricule avec une VA qui est moins que 70 millisecondes. Moi, ce que je peux vous dire ici, c'est pas une voie accessoire. Ça doit être une réentrée, une tachycardie par réentrée intranodale à cause du temps qui est très court. Vous ne voyez pas ça. C'est-à-dire parce que ça vous semble ici que l'oreillette et le ventricule, les deux, ils ont lieu au même temps. Si vous mesurez, en fait, le temps est très court. Lorsque vous voyez quelque chose comme ça, un temps très court, moins que 70 millisecondes, parce que la conduction, comme je vous ai dit, la conduction au niveau de fibres de Purkinje est très, très rapide. Et beaucoup plus rapide, 20 fois ou 30 fois plus qu'une voie accessoire. Vous savez que c'est une réentrée intranodale. Mais par contre, ce n'est pas aussi notre scope ici. La philosophie ici, c'est vous montrer comment on fait une étude. C'est le cours prochain. C'est le cours prochain, la réentrée intranodale. Mais on peut voir que lorsque le ventricule et l'oreillette, ils ont lieu au même temps avec un intervalle qui est très, très, très court, les deux auront lieu au même niveau, c'est une RIN. C'est une réentrée intranodale. Vous allez voir ça dans les cours précédents, prochains. Oui. Regarde le HIS, le H. Oui. Voilà. C'est-à-dire l'oreillette jusqu'à, ça c'est le nœud, ça c'est la conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire. D'accord? Et puis après, le rétrograde. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est la voie lente. Et ça, c'est la voie rapide. Oui. La voie rapide, c'est pas ici, hein, par contre. La voie rapide, ça arrive ici. Vous ne comptez pas du H jusqu'à le A. Vous comptez du ventricule jusqu'à l'oreillette. Mais par contre, la voie lente se déroule au niveau du nœud auriculo-ventriculaire antérograde. Ça, c'est la voie lente. Parce que après, vous allez comprendre en fait que la tachycardie, que l'oreillette et le ventricule, ce sont secondaires dans la tachycardie. La tachycardie se déroule simplement au niveau de le nœud auriculo-ventriculaire.
C'est-à-dire, vous pouvez avoir une tachycardie par entrée intranodale ou avec le ventricule qui est plus rapide que l'oreillette, ou l'inverse, en fait. Oui. D'accord? D'accord. Non, je n'ai pas bien compris la distinction entre les deux voies, rapide et lente. Bon. C'est le prochain cours. C'est le prochain cours. On ne veut pas compliquer ça. Le plus important maintenant, c'est de reconnaître les signaux électriques. Oui. D'accord? Parce que là, c'est un peu compliqué où se trouve la tachycardie. Il y a une tachycardie avec une voie accessoire où l'oreillette et le ventricule, les deux sont dans le cycle. Tu ne peux pas dissocier l'oreillette du ventricule. Tandis que dans la tachycardie par entrée intranodale, en fait, l'oreillette et le ventricule sont secondaires dans la tachycardie. Ils ne sont pas les principaux de la tachycardie. La tachycardie se déroule simplement au niveau du nœud auriculo-ventriculaire seulement. Mais par contre, on a ce qu'on appelle, parce que pour avoir une tachycardie, tu as deux voies. Tu as besoin de deux voies. Une tachycardie par entrée, une voie lente et une voie rapide. Et on dit que la voie lente, c'est ici, parce que c'est plus long. C'est plus long que cette voie-là, du ventricule jusqu'à l'oreillette. Mais c'est un trompe-l'œil, c'est pas très, très précis. Vous allez comprendre ça dans le prochain cours, dans la tachycardie par entrée nodale. OK? Oui. Simplement, aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, ce sont les signaux. Oui. D'accord? Et comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans l'activité locale. Oui, oui. On verra, on déroule. Et marcher le vidéo. Oui, marcher le vidéo. Oui. Pour l'extra-stimulation. Ouais. Ça, c'est la tachycardie. Oui. Voilà. C'est voilà. Bon, on le laisse dérouler petit à petit pour ne pas perdre le moment magique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est la stimulation de l'oreillette gauche. D'accord? Parce qu'on est on stimule du sinus coronaire. Voilà. Ça, c'est une stimulation à cycle fixe qui est déroulée. Bon. On y va. Voilà. Une stimulation à cycle fixe. Ça s'arrête, puis on verra qu'est-ce que ça veut dire un extra-stimulus. Voilà, ça c'est une stimulation à cycle fixe. Et voilà. Wow. Comme vous voyez, ici, ça c'est la stimulation. Vous voyez, et cette cycle est plus longue que ça. C'est-à-dire que ça, c'est un extra-stimulus. Et ça, c'est le cycle de base, qui est 8 battements ou 6 battements pour avoir une adaptation de la période. 600. 600. 600. D'accord. C'est-à-dire 100 battements par minute. Et ça, c'est l'extrasystole avec un couplage qui est plus court que le cycle de base. 400. Et vous mesurez ici de stimulus de l'oreillette jusqu'à le his ici. Et ça veut dire quoi? Comme on a dit, de l'oreillette jusqu'à le his, c'est la conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire. Oui. C'est là où se déroule la tachycardie, en fait. C'est là, c'est comme ça que vous allez montrer qu'il y a une voie lente et une voie rapide. Vous allez voir ça. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de reconnaître comment déterminer sur un tracé endocavitaire la conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire. C'est de l'oreillette jusqu'à le his. Ça, c'est la conduction à travers le nœud auriculo-ventriculaire. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très clair. Merci bien pour ça. Très clair. Très bien. Voilà. Voilà. Ah, voilà.
une autre stimulation, ok, un extra stimulus avec un couplage plus petit, plus court. Par contre, je vais vous montrer quelque chose ici, un phénomène que j'ai pas expliqué, mais bon, après, puisqu'on l'a ici, je veux bien expliquer. بعد إذن حضرتك يا دكتورة ميرفت بس تشرح لهم ال refractory relative refractory period. Relative refractory period. Bon, on a parlé de la période réfractaire effective où on n'a pas de conduction. La conduction est bloquée au niveau auriculoventriculaire. Bon, par contre, qui peut me donner la définition de la période réfractaire relative? Bon, personne ne connaît qu'est-ce que ça veut dire la période réfractaire relative. وفاء معنا؟ وفاء d'Algérie. Wafaa, comment ça va? Ça va, merci. Merci. Tu peux me donner une explication, qu'est-ce que ça veut dire la conduction réfractaire relative? Oui, on aura une qui est plus lente. Non, 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 à partir de la physiologie cardiaque, pas de l'électrophysiologie. La physiologie cardiaque de première année. Oui. C'est-à-dire que tu as besoin d'une stimulation forte pour avoir une réponse. Oui. On peut le dire comme ça. Tu as besoin d'une stimulation forte pour avoir une réponse. C'est-à-dire une stimulation normale, tu ne peux pas avoir une réponse. Tu as besoin d'augmenter la stimulation. Mais la période réfractaire relative qui se déroule dans la phase 3 du potentiel d'action est caractérisée par une conduction plus lente et décrémentielle. Et ça, ce que vous voyez ici, si vous vous rappelez bien l'extrastimulus précédent, qui a une période de couplage un peu plus longue, il n'y avait pas cette distance entre le stimulus et la réponse atriale. Quand vous commencez à avoir une distance comme ça, c'est là où vous avez ça c'est la détermination de la période réfractaire relative dans le labo. Parce que normalement, vous donnez une stimulation qui est beaucoup plus forte que la stimulation diastolique ou la valeur de la stimulation diastolique normale. D'accord? Donc, quand vous commencez à y voir un délai de conduction, pas de délai de conduction, un délai de réponse, ça c'est la période réfractaire relative. Mais par contre, il ne faut pas se gêner de ça parce qu'on l'utilise simplement dans des études théoriques, surtout pour étudier la période de vulnérabilité atriale et ventriculaire, par exemple. Ça, c'était mon PhD, en fait. En France, hein? En France et ici. Avec, I'm going to tell you about it. In France, j'ai fait, en fait, ma thèse, c'était la vulnérabilité latente dans les patients de Wolff-Parkinson-White. Je l'ai répété ici pour mon PhD, mais j'ai mis le speckle tracking avec l'écho pour savoir est-ce qu'on peut corréler la période réfractaire relative avec une anomalie de speckle tracking de l'échocardiogramme, un truc comme ça qui sert à rien. Mashallah. Mashallah. Yeah, OK. C'est bien, mais ممكن بقى effective refractive period ERP. We'll go for it. And then we stop عشان 8:05. 8h. C'est le 8h. Oui, c'est le 8h. Yeah, oui. Alors, on a le déclenchement de la tachycardie ici, hein. C'est à la tour. Voilà, on a la déclenchement. Non, c'était avant, en fait. C'est bébé. On n'a pas arrêté la stimulation au point magique. Hein. Yeah. C'est ça, c'est là un extra-stimulus. Et voilà. Et ça, ça passe. Ça, c'est le saut
au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Vous allez voir ça dans le prochain cours. Puis, le déclenchement de la tachycardie. On verra comment ça se passe sur le reste de vidéo. C'est toujours la tachycardie. Oui, ablation on fait l'ablation, mais je vais chercher en fait. C'est pas moi et Tawfiq. ده حضرتك. et Tawfiq. وقسطرة سنجود اهي. ايوه القسطرة العشرية سنجود اهي باينة بالكابل الاصفر بتاعهم. ايوه وابليشن برضه سنجود عادي. سنجود الكابل الاخضر بتاعهم. teaching the fellows. توفيق معانا بيحضر معانا و he's attending with us and is il y a un bloc ici, il faut arrêter l'ablation ici. We stopped. توفيق. On va dérouler simplement le vidéo pour vous montrer la période réfractaire effective parce qu'on l'a pas vu en fait à cause du déclenchement de la tachycardie. À la fin de vidéo. Oui. Voilà, c'est ça. Ici, alhamdoulilah. Voilà. Vous avez un extrastimulus qui est suivi par rien. Et par contre, la sonde de l'ablation est posée et c'est sur le IS. Donc, le bloc, c'est suicien ou suicien, Adidi. Adidi. Oui. Cheikh Adidi, tu es avec moi ou non? Oui, je suis avec vous. Voilà, la sonde d'ablation montre le signal du faisceau du IS. D'accord. Et tu as ici une période réfractaire. Tu as un extrastimulus qui ne donne pas une ventricule. D'accord. Est-ce que c'est bloqué sur le IS, suicien ou sous-isien? Alors, après la simulation, on n'arrive pas à voir, il n'y a pas de IS. Donc, c'est suicien ou sous-isien? Donc, c'est sus-isien. Sus-isien, très bien. Ah oui, supra-isien, ouais. Bon, je suis content. وانا كمان. Et moi aussi. Et moi aussi. Docteur Mervat aussi, elle est contente. Oui, très bien. حلو يعني this is a good teacher. ربنا يخليك دكتور. ماشي. Tu es très bien professeur. ربنا يخليك تسلمي يا دكتور. professeur. برافو عليك. ربنا يخليك. OK. Là, on essaye de la déclencher encore une autre fois pour vérifier. Oui. Toujours avec un extrastimulus. Oui. C'est le Winkelbach. Ouais. Encore. Burst pacing. Yep. Burst. Yep. Ça, c'est Dr. Mervet avec toute l'équipe. Not all the keep. Okay. Yeah, this is Anwar, Iraqi. This is Ahmed Tawfiq. C'est Anwar de Irak. C'est Ahmed. C'est moi. C'est le technicien. This is someone, a nurse. Ok. D'accord, on ne le connaît pas. Yeah. Très bien. Ok. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Mohamed. Je vous en prie, Dr. Mervet, et j'espère que c'était clair aujourd'hui. Oui, c'est très clair, très clair.